Je pense que ça commence maintenant. Oui. Voilà. Tout d'abord, un grand merci pour accepter cette interview-là. Oui. Ok, donc vous connaissez ma situation hein, puisque je travaille pour vous. Voilà. Donc je fais l'agrégation pour l'université de Mons. Ouais. Alors on a plusieurs cours, des cours de sociologie où je devais faire un travail. Et ici c'est un cours qui s'appelle stage de préparation à l'école. Et c'est un cours de justement Monsieur Demeuse. Alors dans le cadre de ce travail, on a plusieurs thématiques. Et la thématique ici que nous avons choisie, c'est sur les aménagements raisonnables. Oui. D'accord? Et donc, il y a une série de questions qu'on pose. Et on est 4 étudiants et chacun doit interroger une école et de manière symétrique. Si on prend directeur d'école, tous les 4 doivent choisir directeur d'école. Même chose pour... donc, on doit interroger 2 acteurs. Et donc, nous avons choisi directeur d'école et parents d'élèves. D'accord. Voilà. Et lorsque je vais commencer ici, en fait, on a des thèmes et on a des questions de relance et on en a pour un principe maximum, c'est le temps qu'on nous a donné, 40 minutes. Hein. Donc si vous voyez que c'est trop long, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Hein. Ça va. Ok, merci. Oui. Voilà. Et donc les thématiques, là, c'est la première thématique, c'est concernant la perception d'aménagement raisonnable. Bon, il faut savoir qu'on nous a demandé d'interroger des écoles qui le font ou qui ne le font pas. Donc il y a peut-être des écoles qui ne sont pas du tout au courant, ce qui devient de plus en plus rare à mon avis, mais voilà. Et des écoles, voilà. Et donc vous appliquez les aménagements raisonnables, ce qui est très très bien, c'est parfait pour moi. Et voilà. Donc la première question, ça concerne la perception et le degré de compréhension qu'on a de ce concept. Donc la première question que je pose, c'est quelle est votre compréhension, qu'entendez-vous par aménagement raisonnable? Est-ce que pour vous c'est clair? Alors, pour moi, c'est clair dans la mesure où il y a des textes légaux qui l'expliquent. Et c'est clair également dans le sens où, en tant que directeur, je suis relativement bien informé par rapport aux modalités de la mise en place des aménagements raisonnables et des outils qui sont à disposition. Et dans l'aménagement raisonnable, il y a aussi le côté raisonnable. Donc ça veut dire qu'il y a des limites. Il y a aussi des choses qu'on sait faire, qu'on pourrait faire, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire, ou en tout cas qui sont difficilement envisageables. Donc de ce point de vue-là, je pense que j'ai une bonne vision de ce qu'il faut faire. D'accord. Alors ici, on a un petit peu, comment dire, explicité ce concept dans le décret du 7 décembre 2017. Donc je vais le lire et vous me dites ce que vous pensez de cette définition-là. Donc aménagement raisonnable, mesure appropriée, prise en fonction des besoins dans une situation concrète afin de permettre à une personne présentant des besoins spécifiques d'accéder, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'établissement qui doit les adopter une charge disproportionnée. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est correct. Enfin, en tout cas, c'est donc, comme ça que ok. Donc, ce qui vous met à l'aise, c'est qu'il y a une partie flexibilité, mais il y a, comment dire, on vous donne des balises, mais vous n'êtes pas trop, comment dire, trop contraint. Alors, non. Je suis pas spécialement à l'aise avec la mise en place des aménagements raisonnables. Je suis à l'aise avec le concept, je suis à l'aise avec la philosophie qui est derrière. Je suis beaucoup moins, en tant que directeur, je suis beaucoup moins à l'aise sur la mise en place, parce que la mise en place, si on va revoir la circulaire, c'est assez intéressant. Avant de nous expliquer ce que c'est que les aménagements raisonnables, avant de nous donner les outils concernant les aménagements raisonnables, les 5 ou 6 premières pages de la circulaire, c'est expliquer quels sont déjà les recours que les parents ont si on ne met pas en place. Ouais. Donc le côté contraint, il est là et il est même mis avant de nous dire comment il faut faire. C'est assez interpellant dans la façon dont la circulaire a été rédigée. D'accord, je comprends. Ok. Donc même le fait d'introduire raisonnable fait que même du point de vue, on va dire, légal, s'il y a des recours, ça peut quand même poser des problèmes. Il va falloir justifier pourquoi on ne fait pas plus, pourquoi on ne fait pas assez, ou pourquoi on fait comme ceci. D'accord. Ok, alors une autre question, c'est adhérez-vous au principe de l'introduction? Adhérez-vous justement au principe d'aménagement raisonnable? Alors oui, dans le sens où on voit et c'est pas d'aujourd'hui qu'on doit différencier de plus en plus
l'enseignement qu'on donne aux élèves parce qu'on a des publics qui sont variés. Oui. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Le fait que ce soit aménagement raisonnable, ce côté raisonnable me plaît beaucoup aussi parce que c'est dire on doit mettre des choses en place, mais on ne sait pas faire l'impossible non plus. Pas oublier que des professeurs sont quand même devant une vingtaine d'élèves, donc on peut différencier jusqu'à un certain point, mais il y a des limites. Ce qui est bien aussi, c'est que quelque part, si on doit aménager pour un élève, il faut quand même un diagnostic au préalable. Parce que si on entend et si on écoute tous les parents, ben, chaque enfant a des troubles. Oui. Mais c'est bien que ce soit quand même médicalement justifié. D'accord. Enfin voilà, donc je pense que ça a au moins le mérite d'éclaircir un champ qui pouvait partir dans tous les sens. Ok, super. Et pensez-vous qu'il est souhaitable d'imposer des aménagements raisonnables à toutes les écoles? En tout cas, c'est ce que fait le décret déjà maintenant. Mais Oui. j'aurais pu poser la question avant, mais maintenant que le décret est là, on est dans le cas. Oui, c'est souhaitable dans le sens où on sait bien que entre le moment où c'est décrété, au moment où même au niveau recherche pédagogique, on s'est bien mis en évidence et la réalisation sur le terrain, il y a toujours un laps de temps. Ouais. Si on prend les professeurs qui travaillent ici dans l'école, il y en a qui ont été déjà formés, les tout jeunes ont été formés déjà au principe des difficultés des élèves, à la différenciation et donc aux aménagements raisonnables. Mais il y a d'autres professeurs qui, dans leur cursus, dans leur formation, n'ont jamais été formés par rapport à ça. Donc c'est bien qu'ils en entendent parler et qu'ils puissent s'équiper pour. Et puis il y a des professeurs qui ont un parcours, on est une école technique et professionnelle, hein, Oui. donc qui ont eu un parcours pédagogique relativement réduit. Hein. Ce sont plutôt des praticiens. Et les aménagements raisonnables, pour eux, ça reste encore terre inconnue. Trop parlant, oui. Ouais. Ok, ça va. Donc maintenant, je vais sauter au thème 2, c'est plutôt ce qui est mis en œuvre. Ici, on l'a appelé acteurs et moyens de mise en œuvre, avec une question principale et éventuellement des questions de relance. Mais comme vous parlez abondamment sur la question principale, parfois les questions de relance ne sont pas nécessaires. Voilà, donc la question principale, c'est quels sont les aménagements raisonnables mis en place ou en cours de développement dans votre établissement scolaire? D'accord. Alors, d'abord, au niveau population qui est ciblée par rapport à la mise en place d'aménagements raisonnables, c'est essentiellement pour l'instant le premier degré, qu'il soit commun ou différencié. Donc là, il y a une mise en place globale pour venir en aide de manière plus spécifique aux élèves. Ensuite aussi pour tous les élèves qui sont en intégration, donc ce sont des élèves qui normalement sont inscrits dans l'enseignement spécialisé mais qui suivent les cours dans l'enseignement de plein exercice. Et là sur l'école ça correspond quand même à une trentaine d'élèves. Ah ouais, quand même. Et aussi, ben, lorsqu'on a des demandes spécifiques de parents avec un diagnostic, un protocole qui est établi par un spécialiste, ben, à ce moment-là on met également en œuvre des aménagements pour ces élèves-là. Et là, ça correspond à 2 élèves. Donc 2 élèves au 2e et 3e degré pour lesquels on a reçu des demandes. Alors les types d'aménagements, ben, ça dépend. Ça dépend des besoins et des difficultés qui ont été décelés. Et là encore, on s'appuie sur 2 éléments. Un, sur la circulaire, puisque la circulaire, de ce point de vue-là, elle est riche parce qu'elle met en lien les difficultés des élèves, mais également ce qu'on peut mettre en place. Donc il y a des outils pragmatiques, et ces outils ont été distribués et commentés vers les professeurs. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils les adoptent, hein, mais en tout cas ils ont l'information et ils peuvent s'en inspirer. Et aussi par rapport au diagnostic, souvent ce sont des logopèdes ou des neuropsy, et dans leur diagnostic, ils ont également des pistes à mettre en place pour l'élève. Et donc on s'inspire de ces pistes-là aussi. D'accord. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais vu que j'ai un accès maintenant à Smart School, et j'ai été là, j'ai vu des documents qui s'appelaient PIA. Oui. Et là, c'est assez concret, que les mesures sont assez concrètes. Hein, donc, Oui. voilà. Mais les PIA sont plus larges. Hein. Oui, donc les PIA, c'est globalement comment aider un élève au premier degré, quel qu'il soit, oui. même s'il n'a pas nécessairement de troubles de l'apprentissage ou de 10. Oui. Donc c'est pour tout élève. On met en place des choses individualisées, mais d'autant plus quand c'est un élève qui a
Oui, qui a ce tout genre à de fait, tout à fait. difficulté. Oui, oui, j'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas forcément des troubles, mais c'est simplement parfois comportemental. Oui, voilà. Où il suffit qu'eux fassent la demande, c'est ça aussi? Non, non, ça au premier Non, non. degré, on le fait d'office. D'office, Voilà. d'accord. Ok. Et donc, une des questions par rapport à la mise en place, c'est les conditions. Est-ce que vous disposez des moyens pour organiser correctement ces aménagements raisonnables? Considérez-vous que vous disposez des moyens suffisants? Oui, sauf un, il faut du temps. Du temps. Il faut du temps. Donc pour les professeurs qui ne sont pas formés ou pour les professeurs pour lesquels on demande pour la première fois pour un tel élève de mettre des choses en place, il faut du temps parce que le professeur ne sait pas très bien comment s'y prendre, il ne sait pas très bien comment il peut faire. Et donc il commence par un aménagement et puis deux. Voilà, il faut du temps. C'est la seule chose qu'on demande. D'accord, ok. Et donc une seconde question, ça c'est par rapport au rôle de la direction, donc par rapport à votre rôle. Quel est votre rôle dans la bonne mise en œuvre d'aménagement raisonnable? Alors on l'a fait, je ne sais pas si c'est la bonne... Enfin si, on a réfléchi un peu à la question. On l'a fait en deux axes. Un axe qui était légaliste, donc effectivement la circulaire, mettre en place l'obligation lorsque c'est nécessaire, de mettre en route des aménagements raisonnables. Donc, au niveau légal, on a informé les professeurs que c'était quelque chose qu'on devait faire. Et ensuite, on a accompagné. On a accompagné, mais encore une fois, on a accompagné les équipes du premier degré, on a accompagné les équipes qui tournent autour de l'intégration. Ouais. On n'a pas encore accompagné l'ensemble des membres du personnel. On n'a pas encore Il y a un phasage sans doute. Hein. Il y a un phasage, oui. Ouais, tout à fait. On pense partir du fait que les élèves qui sont au premier degré vont passer ensuite au deuxième et au troisième degré, donc ça va percoler Donc, voilà, exactement. Tout au à fur et fait. à mesure. C'est une question aussi intéressante, c'est comment recueillir l'adhésion de l'équipe éducative dans la réalisation de projets d'aménagement raisonnable. Je suppose que, oui, l'équipe éducative, il y en a peut-être qui ne sont pas, qui n'adhèrent pas ou qui ne pensent pas, ou peut-être pas chez vous, mais... Si. Oui, oui. Enfin, je pense que c'est une réalité que Oui. connaissent beaucoup d'écoles. Simplement, il y aura toujours, entre guillemets, quelle que soit la réforme, quel que Oui, soit le oui. changement, quelle que soit la demande, il y aura toujours un noyau dur qui n'est pas nécessairement le même. Hein. Ça Oui, dépend, tout dépend de la thématique, oui. Qui ne va pas adhérer. Et donc, je pense qu'il ne faut pas mettre de l'énergie sur ce noyau dur, il faut plutôt mettre de l'énergie sur les professeurs qui sont à l'écoute, qui sont à la recherche, parce qu'ils se rendent bien compte aussi qu'ils ont des élèves avec lesquels ils n'arrivent pas à avancer ou pour lesquels ils voudraient bien, mais ils ne trouvent pas de solution. Donc, c'est sur ces professeurs-là qu'il faut investir. Et ça marche comment? Ça marche simplement par rapport à leur quotidien. Voilà, tel élève, ça coince, je n'arrive pas, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, avec tel autre, son collègue a essayé ceci, ça marche pas mal, son collègue a mis ceci, ça marche pas mal, et ça percole. D'accord, donc il y a des réunions de synthèse. Oui, Oui. on en discute évidemment en conseil de classe, En conseil mais de on en classe. discute aussi avec des réunions d'équipe. Des réunions, Encore d'accord. une fois, premier degré intégration, il y a beaucoup de réunions d'équipe, donc on en discute. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Et c'est sur base du volontariat ou Alors, on ne sait pas, en tant que directeur, on ne sait pas nécessairement tout ce qui se passe dans la classe. Donc, ça se base essentiellement sur ce qu'on voit, donc les documents des élèves, les résultats des élèves. Et donc là, on peut se dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont mises en place. D'accord. Ok, donc maintenant, ça peut arriver, c'est les freins et les limites à la mise en place. Il y a sans doute parfois des difficultés à mettre les choses en place, ce qui est tout à fait logique, surtout quand c'est une nouvelle réforme, une nouvelle manière d'aborder les choses. Et ici, je veux simplement vous demander, même je ne suis pas obligé de lire ça, mais à quelle difficulté vous faites face en général? Quelle est la difficulté principale? Vous avez répondu le temps, ça peut être repris comme ça. Oui. Oui, voilà, tout Il faut du simplement. temps pour mettre ça en place. Maintenant, les autres difficultés, c'est... Craignez-vous de faire face, hein? Ouais. C'est effectivement la limite du raisonnable. Oui. Donc, jusqu'où doit aller le professeur, jusqu'où il peut aller, en sachant que on est quand même avec des élèves qui sont dans un groupe classe. Et donc, l'intérêt du groupe, c'est quand même qu'une majorité des élèves puissent progresser, puissent avancer. Et les aménagements raisonnables, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible qui soit à la traîne.
Ouais. Et donc, c'est la difficulté, mais ça sera toujours. C'est toujours comme ça. Ce sera Hein. toujours, même avec des professeurs qui seront pleinement formés, même avec des professeurs qui connaîtront un maximum d'outils vis-à-vis de leur classe, il y a toujours un moment donné où jusqu'où va le raisonnable. Voilà. Oui, oui. C'est une difficulté de classe hétérogène. Oui, Oui. c'est Ouais, c'est ça. ouais, c'est un peu, dans une autre mesure, le même problème, la même thématique avec l'allongement du tronc commun qui risque de poser ce problème-là. Oui, 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 tout à oui, fait. mais avec, enfin, l'allongement du tronc commun va permettre d'enlever une pression vis-à-vis de l'enseignant, ça va être l'évaluation. Ouais. Donc quelque part, il ne va pas devoir évaluer pour savoir si l'élève est à niveau. Et ce qui va permettre aussi à certains élèves d'être en retard peut-être à un moment donné, et puis à force d'avancer, de rattraper certaines choses. Donc l'évaluation, elle va arriver au bout du tronc commun. Donc au moins les élèves auront progressé jusqu'à 15 ans. Et après on verra, mais au moins ils auront progressé avec leur tranche d'âge jusqu'à 15 ans. Ah, d'accord. Donc Oui. la pression envers l'enseignant, elle sera différente. Ouais. Oh, justement, le tronc commun, c'était mon autre, mon autre travail. Donc, je vais essayer de ne pas trop, comment dire, de ne pas trop mixer. Oui, C'est un long débat. oui, exactement. C'était un très long débat et on a eu un très 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 long débat. Et surtout là, qu'on on devait interroger des politiques. Hein. Donc, il y a beaucoup de digressions et ça peut aller très très loin. Quels sont les obstacles financiers, humains ou organisationnels que vous rencontrez ou vous pourriez rencontrer dans la mise en place? Encore une fois, c'est plus ou moins la même question. Je ne sais pas si je dois me lancer ça dans une question de relance, si c'est le... Alors, non, mais par exemple, financier, on n'a pas encore parlé. Oui. Moi, financier, je pense que c'est pas du tout. Il n'y a pas de frein au niveau financier. Si ça demande des moyens, si ça demande des adaptations, on a déjà parlé de moyens informatiques, de tablettes pour certains élèves, etc. C'est envisageable. Ouais. C'est toujours envisageable. Le côté financier n'est pas un frein en soi. Voilà, les autres, je crois qu'on en a déjà parlé, Oui, effectivement. oui, Ouais. tout à fait, organisationnel et humain. Avez-vous rencontré des réticences auprès de certains intervenants? On en a parlé, enfin, on en a parlé autrement, mais vous me parlez toujours comment dire, de noyau dur, mais je pose quand même la question pour être sûr Ouais. qu'on a bien couvert le sujet. Avez-vous rencontré des réticences auprès de certains intervenants ou fait face à des conflits lors de la mise en place de ces aménagements raisonnables? Alors, des conflits, c'est un grand mot. De hein. manière générale, Mais, hein. mais clairement, c'est de l'inquiétude de la part de professeurs de savoir on fait comment. Donc, Ouais. ça, c'est clair. Maintenant, il y a aussi, ça, c'est par rapport à ceux qui mettent en place, mais aussi par rapport aux demandeurs. Oui, moi, j'ai déjà eu des situations un peu pas simples à régler avec des parents qui demandent qu'on fasse des aménagements raisonnables pour leur enfant parce qu'ils sont 10 ceci, de cela. Mais si j'entends les parents, ils sont tous 10. Si j'entends tous les parents, ils sont tous TDAH. Et donc, moi, je leur demande un diagnostic de médecin. Et donc, dans cette discussion, c'est pas simple parce que les parents ne comprennent pas que pour qu'on mette des aménagements raisonnables, on a quand même besoin de quelque chose d'un peu plus fin que de dire juste mon enfant bouge beaucoup. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Oui, oui. C'est très difficile de faire la différence entre un enfant qui est hyperactif et un enfant qui est juste excité du moment, voilà. Parce c'est qu'il ça. est jeune et que Parce ça qu'il est fait jeune, partie de exactement. son Oui, activité. Voilà. tout à fait. Et donc ce tri-là, les parents ne l'entendent pas toujours facilement non plus. Ok. Quel est le problème d'ordre pédagogique et de gestion de classe lors de la mise en place d'aménagement? Donc voilà, problème pédagogique, gestion de classe, voilà, c'est classe hétéro. Enfin, je vous laisse parler. Ouais, S'il y en a, hein, c'est... ouais, mais c'est de bien choisir les outils qu'on va mettre en place. Une des choses qui revient le plus souvent, c'est souvent quand on a des dyslexies, Oui. on va vers un format de caractère et une présentation sur des feuilles, soit de couleurs, soit seulement recto, etc. Donc, ça, c'est une modalité d'aménagement raisonnable. Mais la difficulté, mais en même temps, c'est très positif, c'est que ça a amené les professeurs à leur dire, ben, si vous le faites pour quelques élèves qui sont dyslexiques dans votre classe, ben, à la limite, cette façon de présenter les documents, faites-le pour toute la classe. Ça va juste vous demander une fois de le faire et de transformer tous vos documents, mais une fois que vous l'avez fait, ben c'est gagné.
Donc la difficulté, c'est essayer de faire comprendre aux professeurs que à terme, ils peuvent être gagnants aussi. Ouais. Mais sinon, et l'autre difficulté, ben, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est jusqu'où vont les aménagements raisonnables, jusqu'où on doit aller. À un moment donné, il faut pouvoir aussi dire non, non, Oui, une petite anecdote, quand on s'est rencontrés la dernière fois, je devais faire des copies. Moi, j'allais faire du recto verso, on m'a dit non, non, non. C'est là où j'ai compris qu'on appliquait les aménagements raisonnables, parce que moi, avant de connaître le sujet, j'étais pas très au courant. Et donc, j'ai vu qu'on m'avait dit de faire ça pour tout le monde. Donc, si c'est un plus pour les enfants comment dire, à besoins spécifiques, ce n'est pas un moins pour les autres. exactement. Que du contraire, ça peut être encore un plus Ouais, aussi. exactement. Ouais. Parce que, en plus, si on demande un diagnostic médecin pour les élèves pour mettre en place des aménagements raisonnables, tantôt je disais que je voulais pas que tous les élèves soient 10, ils ne le sont pas tous, Oui. mais c'est vrai qu'il y en a aussi qu'on ne détecte pas et qui peuvent profiter Voilà. de l'amélioration. Oui, tout à fait. Donc ceux qui ne sont pas reconnus officiellement, Mhm. mais qui auraient pu échapper au mailles du filet, ben là ils sont rattrapés parce qu'on généralise ça à tous les élèves. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors ça c'est une question qu'on pourrait plutôt poser pour les parents d'élèves, mais on l'a posée aussi pour les responsables. C'est rencontrez-vous des difficultés à maintenir dans le temps les aménagements mis en place? Alors c'est plutôt l'inverse. Ouais. La difficulté, c'est clairement de les mettre en place, parce qu'il faut du temps et que des professeurs ne sont pas formés. Mais à partir du moment où des professeurs ont mis certains processus en place, ils ne reviennent pas en arrière. Ils ne reviennent pas en arrière. Ah, Donc, c'est ça. c'est acquis. C'est pour ça que je disais que c'est une question qui relève plus des parents d'élèves, parce qu'apparemment il y aurait une inquiétude, c'est qu'on fasse les aménagements raisonnables pour une année, puis que l'année d'après c'est terminé, quoi. Mais c'est pas le. Non, c'est vraiment la difficulté d'effectivement de rentrer dedans et de les mettre en place, Oui. mais une fois qu'on les a mis en place, ça devient de la pratique. Ok, alors là on arrive à notre dernier thème, c'est les pistes d'amélioration et les bonnes pratiques. La question c'est d'abord quelles conditions sont nécessaires à la mise en œuvre et au succès d'un aménagement raisonnable, selon vous? Que le diagnostic soit bien établi, Oui. que les pistes de solutions soient bien établies et qu'elles correspondent à la difficulté de l'élève, et ensuite que les moyens techniques ou pédagogiques soient présents, ou financiers. Mais, Oui, voilà, ok. Autre exemple, pour 2-3 élèves qui sont TDAH diagnostiqués, ben plutôt qu'une chaise, on a mis des grosses boules. Et ça permet à l'élève de se stabiliser, d'être un peu plus concentré au cours. Et ça marche pas mal. Ah. Voilà. Et en fait, ça, je la reposerai après, mais ça, ce n'est pas une recommandation, c'est votre idée à vous, vous faites une originalité. Ça apparaît dans des textes pédagogiques Ok. quand même. Oui. Ok. Peut-être pas dans un circulaire, ça je ne sais plus par cœur, mais ça apparaît quand même dans des textes Comme comme une bonne étant un pratique. moyen de... D'accord. Et donc concrètement, qu'est-ce qui fonctionne bien sur le terrain? Ce qui fonctionne bien, c'est pour la dyslexie, ça a pas mal d'effets. Pour la dyscalculie, l'utilisation de la calculette pour tout le monde. En fait, oui, ça marche aussi. Qu'est-ce qui marche encore? Les couleurs, les fardes rangées, d'une certaine façon. Les projections. Projections, ça aide pas mal. Voilà, des choses qui sont mises en place et dont le retour est positif. Ok. Donc c'est une extension de cette question. C'est quelles sont vos expériences jugées efficaces et les bonnes pratiques que vous encourageriez? C'est celle-là. Oui, en tout cas, celle qui est la plus facilement applicable et qui profite le plus à l'ensemble des élèves, c'est effectivement travailler avec des feuilles, avec un type, je crois que c'est Arial 14, avec des feuilles assez espacées, Oui, avec Verdana, des feuilles de couleur, recto. Donc ça fonctionne bien. D'accord. Ok, et c'est déjà généralisé. Alors je termine par cette question-là. Donc ça va, on est dans... Voilà. Ouais. Je vous ai pas pris trop de votre temps, hein, c'est J'espère super. que ce sera bien enregistré. Ah, j'espère. Sinon, je dois faire un très très grand effort de mémoire, mais je pense avoir retenu les idées, mais je pense que je dois prouver que j'ai bien fait. En tout cas, oui, Marc. Oui, Ouais. super. Voilà, alors la dernière question, c'est selon vous, est-il possible d'identifier des aménagements réalisables et généralisables à toutes les écoles?
Je pense que cette question sous-entend standardiser comment dire, des aménagements. Oui. Oui. Oui, je pense. Et Je pense que Principalement celles que vous avez citées. c'est des exemples, mais il y en a peut-être d'autres puisqu'on est au début. Oui, 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 oui. Mais oui, je pense que c'est possible. Ouais. Ben, super. Euh, C'était... Oui. Je pense aussi qu'un bon fonctionnement de l'enseignement, et je pense que tout doucement les politiques s'en rendent compte, c'est que c'est parfois intéressant de partir du terrain pour arriver à des théories ou en tout cas des mises en place pratiques dans l'ensemble de la communauté française. Et donc toutes les expériences pilotes, ça permet de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Et je pense qu'il y a, je sais pas comment on appelle ça, si c'est des assises il y a des réseaux qui se rencontrent et qui essaient de formaliser et de mettre des aménagements raisonnables et d'en faire une bonne pratique, hein, puisque raisonnable, c'est flou, mais en même temps, ça permet une certaine flexibilité, de ne pas enfermer les écoles dans quelque chose qui serait coulé dans le... Voilà, mais il faut quand même baliser, donc voilà. Ouais, je ne sais pas si... La question n'est pas là, mais selon... non, je ne vais pas la poser, puisque il faut vraiment qu'on fasse, comment dire, un interview qui soit comment dire, symétrique par rapport aux autres. Donc, voilà, donc voilà. Un grand merci, c'est très gentil de votre part. Ouais. Voilà, et on va faire un travail sur ça et on vous tiendra au courant. Nous, on a pris l'axe de voir le gap, l'écart qu'il y a entre ce qui est théorique et légal et ce qui est mis sur le terrain. Ça c'est un axe. Un deuxième axe, mais on ne sait pas si on va trop le mettre en avant, on verra bien, c'est justement ce terme raisonnable, qu'est-ce que ça inclut et le terme raisonnable entre flexibilité d'un côté et standard de l'autre. Donc voilà, ce sont les deux axes. C'est intéressant. Voilà. C'est très intéressant. Je vous tiendrai au courant et je ne sais pas ce que M. Demeuse va en faire. En tout cas, nous, on cite l'école, mais on cite l'école que dans le cadre de l'annexe et qu'on ne va pas garder. Mais dans le travail, ça sera anonyme et confidentiel. Okay, donc, si ça vous rassure, voilà. Mais de toute façon, nous, on s'est engagé à ça et donc voilà quoi. Ça va. Merci beaucoup. Pas de souci, merci. Voilà. Bon, je vais vite éteindre.